Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le service juridique de la CCI Alsace-Métropole. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du stockage des ressources informatiques dans le cloud. C'est un sujet fortement d'actualité suite à l'incendie qui a eu lieu dans l'entreprise OVH. Alors, comment réagir et anticiper ces défaillances? Ça sera la question de ce matin. Ce webinaire sera animé par Monsieur Valvogel, qui est associé, consultant et membre du comité de direction de la société Atrix, à qui je vais laisser très rapidement et sans tarder la parole. Juste pour information, ce webinaire est enregistré et va être diffusé en replay sur le site internet de la CCI Alsace-Métropole, mais également sur les réseaux sociaux. Donc, on vous demandera bien sûr d'éteindre vos micros et vos caméras pour permettre un meilleur enregistrement de ce webinaire et une plus grande fluidité d'intervention de M. Valvogel. Donc, merci à tous pour votre participation et puis bonne réunion et à tout à l'heure. Bonjour. Déjà, je voulais m'assurer, est-ce que vous me recevez bien, on m'entend bien, oui? Tout va bien? Ok. Je m'appelle Alexis Valfogel et je suis effectivement associé, consultant et membre du comité de direction de la société Atrisk, qui a son siège à Winsenheim, à côté de Colmar. Atrisk est une société qui accompagne les entreprises, mais également des organisations qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des structures étatiques, pour les conseiller dans la gestion de leurs risques, que ce soit en termes d'analyse, que ce soit en termes de mise en place de dispositifs de prévention, de protection, que ce soit pour accompagner, conseiller et piloter des situations de crise ou des situations spéciales auxquelles nos clients peuvent être confrontés. Nous avons à peu près une vingtaine de consultants qui sont répartis sur tout le territoire français, qui interviennent en France et à l'étranger, et qui ont des domaines de spécialité relativement variés et ont une expérience en général de situations de commandement dans des situations de crise. Le sujet donc, qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire un retour sur le, je dirais pas un retour d'expérience, mais une première analyse, on va dire, à chaud, et voir de l'incendie qui a affecté le data center d'OVH, un des bâtiments en tout cas du data center d'OVH à Strasbourg. Et effectivement, le titre de ce webinaire, c'est Incendie du data center d'OVH, le cloud n'est pas un ciel bleu immaculé. Pourquoi avoir choisi ce titre? Tout simplement parce que dans notre pratique de risk manager, au quotidien, nous avons constaté que dans beaucoup d'entreprises, le simple fait d'évoquer le mot cloud faisait que quand un dirigeant d'entreprise prenait la décision d'aller sur le cloud, une expression assez courante, il considérait que ces sujets de sécurité informatique étaient réglés. Et quand nous intervenons sur un dossier, nous analysons systématiquement un peu le détail de ce qui est fait, et bien évidemment, on se rend compte que souvent les gens, quand ils utilisent le mot cloud, considèrent qu'un certain nombre de solutions et de moyens leur sont acquis. Or, il n'en est pas dans la réalité, comme dans l'esprit des chefs d'entreprise. Et on va justement essayer d'aller plus dans le détail pour comprendre ce décalage. Voilà. Alors, l'intervention va s'articuler en plusieurs points. Le premier point, c'est un petit retour sur les circonstances de ce sinistre incendie dans le data center d'OVH à Strasbourg. En particulier, on va disséquer les premières minutes. Le deuxième point que nous allons traiter, ce sont les principes et les moyens juridiques à intégrer en regard de ces circonstances opérationnelles pour piloter la crise. Le troisième domaine que nous allons explorer va viser plus spécifiquement les circonstances et les raisons pour lesquelles
vous êtes et serez exposé à des conséquences plus dévastatrices que celles de l'incendie d'OVH, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et le quatrième volet, de mon intervention va concerner les dispositions que nous recommandons aujourd'hui afin d'agir pour être moins vulnérables demain. Donc, rapide retour sur les circonstances de cet incendie et de cet événement. En fait, j'ai repris une citation, tout simplement quelques extraits de la première intervention sur Twitter du PDG de OVH, M. Octave Klaba, qui a synthétisé les circonstances de la manière suivante. À 0h47, nous avons eu les premières alertes. Les techniciens qui étaient sur place sont intervenus en quelques dizaines de secondes sur les différentes salles. Ils ont immédiatement vu énormément de fumée. Au bout d'1 ou 2 minutes, ils ont pris la décision de quitter le data center parce que c'était devenu trop dangereux à l'intérieur. 300 caméras ont tout filmé. Voilà. Voilà les circonstances. Donc, on peut dire que le patron d'OVH s'est clairement exprimé sans filtre. Les informations qu'il a communiquées, en fait, permettent d'établir de façon synthétique que en 3 à 4 minutes après le déclenchement des alertes incendie, suite à un départ de feu sur un onduleur, donc cette information est une information qui a été largement diffusée dans la presse, alors elle reste bien évidemment encore à confirmer, mais tout laisse sérieusement à penser que c'est un onduleur qui a pris feu. Donc cet incendie d'un onduleur a déclenché des alertes incendies, ce qui est relativement classique. Vous avez une équipe d'intervention qui intervient et qui est sur place en 3 à 4 minutes après le déclenchement des alertes incendies. Mais cette équipe se rend compte tout de suite que c'est très rapidement, quand elle est sur le site de l'incendie, que c'est trop dangereux. Et donc, elle décide de quitter les lieux, ce qui concrètement veut dire que le feu a pris le contrôle du data center en à peu près 3 à 4, peut-être 5 minutes après les alertes incendies. Donc, c'est quand même un délai très court. Ça veut dire que l'ensemble des dispositifs en fait, de lutte contre l'incendie ont été mis de fait en défaut sur le data center alors dénommé SBG2, puisque le feu a pris le contrôle du cloud en 3 à 4, 5 minutes. Une enquête et des procédures d'expertise, bien sûr, sont en cours. C'est tout à fait habituel, à la fois au plan judiciaire, mais également au plan civil, dans ce dossier. Et cette enquête permettra très certainement, du fait de la présence de 300 caméras sur le site, de déterminer de façon très précise le déroulé technique de l'incendie. Ceci étant, on a déjà les principaux tenants et aboutissants. C'est un onduleur qui prend feu et en 5 minutes, l'ensemble du dispositif de protection incendie est mis en défaut. Donc, ça permet déjà effectivement de bien poser les sujets essentiels dans ce dossier. Voilà pour ce qui concerne les circonstances. Le point important, c'est quand une entreprise, pour comprendre aussi quelles actions mener et comment avancer dans un dossier de ce type-là, il est important également de comprendre l'environnement dont on parle quand on parle de data center et les motivations pour une entreprise de recourir au service d'un data center pour externaliser le stockage de ses data ou ses ressources de traitement de data, un programme informatique. Et les deux principaux objectifs, bien sûr, qui sont recherchés par une entreprise qui a recours à ce type de service, c'est de gagner en fiabilité, en sécurité et en contrôle, mais également de gagner en termes d'innovation, de performance des outils, de réactivité des outils.
puisque la plupart des entreprises aujourd'hui multiplient les connexions, les personnes qui sont connectées sur ces outils. Donc, bien évidemment, le niveau de performance de ces outils est extrêmement important, que ce soit pour l'exécution de programmes ou que ce soit pour l'accès aux données. Voilà. C'est d'ailleurs globalement ces deux objectifs qui sont mis en avant par OVH pour promouvoir ces services sur ces sites Internet ou dans ces différentes communications. Donc, ça, ce sont des éléments également importants à prendre en compte quand on analyse ensuite, au plan juridique, les différents enjeux. Néanmoins, une fois qu'on a posé les circonstances du sinistre et qu'on a vu les premières réactions d'OVH, mais également qu'on identifie les objectifs qui sont recherchés par les clients d'OVH, une première observation de ma part est que on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles OVH n'a pas été plus précis dans sa communication sur 3 points. Le premier point, c'est les moyens d'extinction automatique qui existent dans ce data center ou dans ces data centers qui ont été impactés par l'incendie. À savoir, est-ce qu'il y a des sprinklers, est-ce qu'il y a des dispositifs d'extinction automatique par des gaz inertes ou par de l'air appauvri, qui sont les principaux types d'extinction automatique qu'on peut trouver sur ce type de site. Le deuxième point concerne les qualifications, les compétences, les formations et les moyens en matière de lutte contre l'incendie dont disposaient les techniciens qui sont intervenus pour neutraliser cet incendie. C'est également un élément important, puisqu'on voit qu'ils ont été effectivement dépassés. Ils ont jugé qu'ils n'étaient pas en capacité à pouvoir lutter contre l'incendie pour des questions de sécurité, ce qui est bien évidemment normal. La réaction des collaborateurs d'OVH qui sont allés sur le site, s'ils constatent qu'ils ne sont pas en capacité à maîtriser l'incendie, ils doivent prioritairement veiller à leur sécurité personnelle, et donc ils se replient, c'est tout à fait logique. Mais effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'on n'ait pas d'informations qui a été donnée sur les qualifications de ces personnels en matière de lutte contre l'incendie, puisque le sujet qui nous intéresse là, c'est la lutte contre l'incendie, et un data center doit être en capacité à pouvoir gérer une problématique de lutte contre l'incendie H24 et 365 jours par an. Le troisième sujet sur lequel effectivement il n'y a pas eu beaucoup d'informations de la part de OVH, c'est tout simplement les expertises qui sont mobilisées en interne et en externe par cette société pour concevoir, pour mettre en œuvre, mais aussi adapter les dispositifs de sécurité et de continuité d'activité en cas de sinistre ou de crise, compte tenu des enjeux matériels, humains et financiers qui dépendent en fait, bien évidemment, d'un data center qui se doit d'être un lieu où la sécurité et le contrôle sont parfaitement maîtrisés. Alors, ces interrogations, effectivement, sont mises en parallèle d'une autre position qui a été exprimée par le PDG de OVH, qui expliquait que nous allons opérer les changements pour faire en sorte que ce type d'incident n'arrive plus jamais. Alors, bien évidemment, c'est une posture tout à fait normale et louable, mais il convient quand même de se demander pourquoi un incident de ce type-là, où on part d'un élément relativement banal et on arrive à un événement très lourd de conséquences, se produit. Alors, une fois cet environnement posé, cet environnement opérationnel, donc avec les circonstances du sinistre dans les 5 premières minutes ou 6 premières minutes où tout s'est joué, mais également un certain nombre d'observations sur la manière dont les choses se sont jouées, on peut identifier trois grands axes sur lesquels cet événement et la prise en charge de ses suites et conséquences va s'articuler. Le premier axe, c'est ce que vous avez à gauche de l'écran,
c'est les principes de responsabilité. Alors, je vais afficher la slide de façon un peu plus visible. Voilà. Principe de responsabilité, c'est... Alors, on part d'un événement banal, le départ d'un onduleur, hein, c'est rien d'exceptionnel, ça arrive tous les jours dans des dizaines ou des centaines d'entreprises. Et derrière, on a un site qui s'appelle un data center, où les principes de sécurité, de prévention et de protection incendie doivent faire que un début d'incendie est un sujet maîtrisé et maîtrisable. Donc, si vous voulez, par nature, un data center est un endroit dans lequel on doit être capable de maîtriser un début d'incendie de n'importe quel appareil électrique, ou voire même de 2 appareils électriques qui sont utilisés. Puisque bien évidemment, quand vous avez de l'électricité, quand vous avez beaucoup de plastique, hein, entre les câbles, les matériels qui sont utilisés dans les ordinateurs, etc., il y a beaucoup de plastique et ça brûle et ça fait beaucoup de fumée. Donc bien évidemment, quand il y a un début d'incendie, il faut agir très rapidement pour neutraliser ce début d'incendie. C'est un des savoir-faire d'un data center. Voilà. Donc, dès lors qu'un data center est un endroit où on maîtrise absolument le risque, on peut se demander pourquoi un événement banal dégénère en un événement majeur. Et effectivement, sur ce point-là, les clients d'OVH peuvent s'interroger sur le respect par OVH des obligations de moyens, mais aussi sur un certain nombre de points, parfois de résultats, qui incombent à l'opérateur d'un data center. Alors, à noter que quand on prend les conditions générales d'OVH, bien évidemment, il y a des limites de responsabilité qui sont mentionnées. Mais attention, des limites de responsabilité, même si elles sont mentionnées dans un contrat, ne sont pas forcément opposables. La validité de ces limites de garantie donc, qui sont données par OVH va dépendre d'une part de l'analyse des négligences, des éventuelles fautes qui ont été commises en matière de gestion de la sécurité dans les circonstances de cet incendie, ou de stratégies de sauvegarde qui sont mises en œuvre dans ce data center. Si des fautes étaient avérées, établies dans le cadre des enquêtes qui sont en cours, à ce moment-là, effectivement, certaines limites de responsabilité contractuelle sont fortement susceptibles d'être mises en cause. Et cette remise en cause, en fait, dépendra à la fois de dispositions légales, mais également de limites jurisprudentielles à la validité de clauses limitatives de responsabilité. Alors, on peut se dire, est-ce que si OVH effectivement a respecté toutes ses obligations, partons du principe que OVH a respecté toutes ses obligations, et on est là donc dans le deuxième axe de travail que vous avez au milieu, où on part des conditions particulières et des conditions générales d'un contrat qui est signé avec OVH. On se demande, on part du principe que OVH a respecté toutes ses obligations. Dans ce cas-là, effectivement, est-ce qu'on a encore un moyen d'agir ou pas pour faire valoir des droits à indemnisation si on a été victime de cet incendie? Les particularités, effectivement, de cet événement sont que OVH n'est pas forcément la seule entité qui est concernée. Un data center, en fait, est un prestataire de service, mais ce prestataire de service, soit les entreprises y ont accès et y ont recours en direct, soit elles y ont recours par l'intermédiaire d'un prestataire externe,
qui peut être une société de services informatiques ou Internet, une société consultante qui accompagne les entreprises pour la gestion de leurs risques ou autres, et qui va conseiller à un moment donné d'avoir recours à un prestataire d'externalisation pour sécuriser les process et les data. Donc, on voit bien que en termes d'analyse des engagements et des obligations contractuelles, il n'y a pas que la relation entre un client et OVH qui va être importante, mais il va y avoir également la relation entre un client et des prestataires qui sont en charge d'administrer, prestataires externes à l'entreprise, qui sont en charge d'administrer son infrastructure informatique, infrastructure réseau, dès lors que ces prestataires, effectivement, ont recommandé d'avoir recours à un prestataire qui est OVH, puisque, effectivement, un prestataire qui conseille un prestataire d'hébergement comme OVH, un consultant qui conseille un prestataire d'hébergement comme OVH doit s'intéresser un minimum aux moyens qui sont en œuvre au sein de la société OVH pour vérifier si ça correspond aux attentes et aux besoins de son propre client. Donc, quand on est confronté à ce sinistre, c'est ce qui est marqué en haut de la flèche du milieu, on doit identifier les obligations contractuelles des prestataires auxquels on a eu recours, OVH, mais également des consultants qui vous accompagnent sur ces sujets, en cas de distraction de l'infrastructure totale ou partielle, informatique, infrastructure réseau, voire de dommages logiques ou immatériels. Donc, c'est de la perte de données, où on a effectivement ce besoin d'analyser, compte tenu des circonstances, les engagements contractuels que l'on a avec, qu'ont contracté plutôt l'ensemble des prestataires, que ce soit un hébergeur de données ou un hébergeur de programmes, et les consultants auxquels j'ai recours pour organiser et administrer tout ceci. Le troisième domaine qu'il faut investiguer, ce sont les garanties d'assurance dont dispose l'entreprise et qui sont susceptibles d'intervenir dans ce type d'événement. Alors pour cela, comment est-ce qu'on va opérer? On va tout simplement inventorier les différents contrats d'assurance qu'on peut avoir souscrits et qui peuvent avoir des garanties qui sont mobilisables dans ce genre de circonstances. Alors les contrats sont des contrats d'abord de type dommage. Alors un contrat de type dommage, ça peut être un contrat multirisque, un contrat bris de machine. Ça peut également être des contrats de type cyber. Donc les contrats de type cyber visent précisément à couvrir les risques informatiques et en particulier les risques en cas d'incendie, et en particulier les risques en cas de sinistre immatériel, donc c'est tout ce qui est attaque virale, cryptage de données, détournement de données, mais les contrats cyber couvrent également, ils sont également susceptibles d'intervenir dans certaines circonstances en cas de dommage matériel. Autre contrat qui est susceptible d'intervenir, ce sont des contrats de type protection juridique, donc qui prennent en charge le pilotage juridique et la recherche d'un accord ou d'une transaction avec les parties tierces concernées et dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Voir si cette transaction n'est pas possible, ces contrats vont prendre en charge les honoraires d'avocat de l'avocat qui sera mandaté pour défendre les intérêts devant une instance judiciaire. Dernière garantie mobilisable, c'est les garanties de type défense-recours, qui sont en général des garanties souscrites dans le cadre de contrats à responsabilité civile souscrits par l'entreprise et qui, là, peuvent également trouver à s'appliquer, un peu dans le même esprit que la garantie protection juridique. Alors, une fois qu'on a inventorié ces différents contrats,
il faut effectivement chercher dans chacun de ces contrats si on a souscrit des garanties qui sont susceptibles d'intervenir. C'est ce qui est mentionné un petit peu plus haut. Alors, les garanties qui sont susceptibles d'intervenir sont des garanties de type carence de fournisseur. Qu'est-ce que c'est qu'une carence de fournisseur? C'est une garantie qui va couvrir l'entreprise victime de ce sinistre si cette entreprise, en fait, à l'occasion d'un sinistre incendie qui touche un de ses fournisseurs, se retrouve dans l'incapacité ou limitée dans ses possibilités ou exposée à des coûts supplémentaires du fait du sinistre incendie qui ne l'a pas touché elle directement, mais qui a touché l'un de ses fournisseurs. Donc ça, c'est le principe de la garantie fournisseur qui peut s'appliquer dans ce cas-là. Une autre garantie qui peut s'appliquer, c'est une garantie dommages en tout lieu. Cette garantie couvre en général des dommages d'incendie qui touchent des infrastructures dont l'entreprise est propriétaire, mais dans le cadre de l'incendie d'un data center, on peut être propriétaire, par exemple, d'un serveur qui est installé dans les locaux d'OVH. L'entreprise peut être propriétaire d'un serveur installé dans les locaux d'OVH. Et dans ce cas-là, si elle a une garantie qui couvre son risque d'incendie en tout lieu, l'entreprise va pouvoir être indemnisée pour la fourniture d'un nouveau serveur, mais également la reconstitution de données et de médias. C'est le point qui est mentionné après, voire des frais supplémentaires ou des garanties pertes d'exploitation, donc qui vont couvrir les suites et conséquences de dommages matériels qui ont été subis par l'entreprise. Si l'entreprise a souscrit un contrat cyber, j'ai analysé un certain nombre de contrats suite à cet événement, et effectivement, vous avez aujourd'hui des contrats cyber qui prévoient que, en cas de destruction de matériel qui était installé chez un prestataire externe, on peut également bénéficier de la prise en charge des frais pour reconstituer les données, pour reparamétrer des programmes, réinjecter des données dans les programmes, etc. Donc les garanties cyber sont susceptibles effectivement de s'appliquer. Voilà donc les garanties bien précises et les contrats qui peuvent s'appliquer. Alors ensuite, comment faire appliquer ces garanties et les déclencher? Là, la méthode est relativement simple. Ça consiste en fait, je dirais après un premier échange en général par téléphone, à adresser à son assureur une notification par écrit, préférablement même en lettre recommandée avec AR, expliquant les circonstances dont on a été victime. Par exemple, j'ai recours au service de la société OVH dans le cadre d'un contrat d'externalisation de mes serveurs ou dans le cadre d'un contrat de sauvegarde automatique de mes données ou dans le cadre d'un contrat d'émergement de mes programmes. Le 11 mars, de mémoire, un incendie a eu lieu dans les locaux d'OVH, qui est notre prestataire. Cet incendie a eu telle et telle conséquence pour notre société. Merci de bien vouloir me confirmer les garanties que nous avons souscrites auprès de votre cabinet ou de votre compagnie ou mutuelle d'assurance et qui sont susceptibles de permettre la prise en charge de la reconstitution de nos données, du reparamétrage des programmes, des frais supplémentaires d'exploitation auxquels nous avons été exposés, etc. Voilà. Et en fait, votre assureur vous répondra après analyse des circonstances du sinistre que vous aurez décrites et de vos garanties d'assurance. Voilà donc pour ce qui concerne les différents principes juridiques que l'on est susceptible d'activer dans le cadre de cet événement. Voilà. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur maintenant par rapport au sinistre qui est survenu chez OVH pour voir en fait pourquoi est-ce que
les ressources informatiques, que ce soit des datas, des programmes, voire les réseaux, sont aujourd'hui des ressources extrêmement stratégiques pour n'importe quelle entreprise. Et pourquoi, effectivement, il y a, de notre point de vue d'experts en gestion des risques, une sous-estimation de la part des entreprises de l'importance de ce risque qui est capable, en quelques secondes, de bloquer des secteurs géographiques, des entreprises, des domaines d'activité de façon extrêmement ciblée ou de façon aléatoire, en tout cas a priori, et donc d'avoir des conséquences majeures sur pas seulement une entreprise, mais tout un ensemble d'entreprises, toute une région, tout un secteur économique qui ne va pas s'y attendre. C'est ce qu'on appelle en fait un risque systémique. Donc c'est un risque qui remet en cause, dans un délai extrêmement court, l'existence même de milliers d'organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des organisations d'État, des structures étatiques. Voilà. Donc on est en présence, le risque cyber est un vrai risque systémique, tout comme une épidémie que nous connaissons par exemple actuellement. Et aujourd'hui, effectivement, la plupart des entreprises raisonnent en termes de risque informatique en disant oui, mes données, je peux avoir du cryptage, j'ai d'ailleurs déjà eu, on a réussi à s'en sortir, etc. Mais tous ces scénarios-là que l'on observe et qui se multiplient, hein, qui sont des vrais sinistres qui peuvent être très gênants et très impactants pour les entreprises, en fait, ne correspondent pas à des vrais sinistres systémiques. Un sinistre systémique, c'est vraiment un sinistre qui met à plat tout un pan de l'économie, voire tout un pan de la société. Alors pourquoi le risque informatique ou le risque cyber est un risque systémique? D'abord parce que les ressources sur lesquelles l'informatique et l'Internet fonctionnent sont contrôlées par quelques opérateurs au niveau mondial. Les principaux sont Amazon, Microsoft, Google, IBM, HP, OVH par exemple, dont on parle aujourd'hui, n'est pas un acteur qui est un acteur d'envergure mondiale, c'est un acteur d'envergure européenne qui est omniprésent en France, bien qu'il utilise et qu'il a délocalisé des data centers à travers le monde entier pour des questions de gestion du risque notamment. Mais OVH n'est pas dans les opérateurs systémiques au niveau mondial. Donc, pourquoi est-ce que effectivement le risque est systémique? C'est que quand un opérateur comme OVH, prenons même OVH qui n'est pas un opérateur mondial, tombe, ou un des data centers d'OVH tombe, on voit que des milliers d'entreprises, des millions de sites Internet sont impactés. Donc, imaginez si un opérateur comme Amazon ou comme Microsoft tombe demain suite à une attaque logique des systèmes qui a été bien préparée. Effectivement, les conséquences seront majeures et les entreprises fonctionnant aujourd'hui toutes en réseau, les conséquences indirectes, même si on n'est pas client directement chez Microsoft, on aura des conséquences indirectes certaines. La deuxième raison pour laquelle le risque cyber est un risque systémique, c'est parce que tout simplement, on est en présence d'enjeux géopolitiques qui sont aujourd'hui pilotés par des États, puisqu'il y a des États, en particulier la Chine, la Russie, mais aussi les États-Unis, qui développent des vraies stratégies militaires en utilisant l'environnement cyber pour mener des attaques plus ou moins ciblées. Et donc, effectivement, quand vous êtes face à des armées, le sujet n'est pas du tout le même que quand vous êtes face à un hacker qui est isolé et qui est chez lui avec des moyens relativement limités. Mais quand vous avez en face de vous des armées structurées, le sujet n'est plus du tout le même. La troisième raison pour laquelle le risque cyber est un risque systémique, c'est tout simplement le facteur humain, puisque quand vous gérez du risque, vous savez que autant au plan technique, vous pouvez maîtriser beaucoup de choses, autant au plan humain,
vous avez une composante du risque qui est extrêmement difficile à maîtriser et à anticiper. Et donc, effectivement, le sinistre auquel la société OVH a été confrontée, en fait, c'est un sinistre qui est parfaitement identifié. On sait à quelle heure l'incendie a commencé, on sait à quelle heure l'incendie s'est terminé, on sait exactement le bâtiment qui a été touché. Si on est dans un scénario d'une attaque cyber, donc une attaque logique, qui n'entraîne pas, qui n'est pas fondée sur des dommages matériels, mais qui est fondée sur des dommages immatériels, donc la neutralisation de programmes ou de données, une attaque de ce type-là n'a aucune limite, sauf l'intelligence et les buts poursuivis par l'attaquant. Et effectivement, quand vous êtes dans des attaques cyber, vous ne savez pas quand l'attaque a commencé, c'est extrêmement difficile. Une attaque peut être préparée pendant des semaines et des mois. L'attaquant va analyser les dispositifs de sécurité qui sont en place au niveau de sa cible, de façon logique, mais aussi des fois de façon physique. Il peut infiltrer une organisation. Et derrière, effectivement, il va structurer son attaque pour que les différentes barrières qui sont censées intervenir soient neutralisées au fur et à mesure de leur activation. Et donc, c'est pour ça que quand on est face à des attaques cyber, il n'y a pas de limite, sauf l'intelligence et les buts qui sont poursuivis par l'attaquant. Voilà, donc l'ensemble de ces éléments doivent faire prendre conscience aux entreprises de façon assez simple qu'elles dépendent de façon très forte, de façon quasi immédiate et de façon bien souvent non contrôlée d'une ressource qui s'appelle Internet, qui s'appelle cloud, qui s'appelle ressources informatiques de façon générale, qui conditionne le fonctionnement de à peu près toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité. Il y a aujourd'hui quasiment pas d'entreprise qui peut dire pouvoir fonctionner sans être sérieusement perturbée si elle n'avait pas ces ressources informatiques. Alors, dans ce contexte, que faire et comment opérer si on est confronté aux suites et conséquences du sinistre d'OVH et qu'on se dit, ou même si on n'y a pas été confronté, si on se dit effectivement on a des vrais enjeux et il faut qu'on s'en occupe de façon sérieuse. Pour s'occuper de ce sujet, on pourrait imaginer qu'on a un prestataire informatique qui, effectivement, une société de services informatiques de renom, va gérer ce sujet, plus les compétences qu'on a en interne. Ça permettra d'avoir une approche très efficace et très globale du sujet. Ma conviction, c'est que ce type d'approche va être très limité et ne va pas intégrer un certain nombre d'expériences et de compétences complémentaires qui sont indispensables pour vraiment avoir une vision et une maîtrise de son risque informatique. Bien évidemment, il faut maîtriser les sujets de prévention et de sécurité des infrastructures informatiques, réseaux et bâtiments. Donc, on parle là de tout ce qui est infrastructure physique. Mais il faut également maîtriser tous les sujets qui sont liés au facteur humain, puisque le facteur humain, bien évidemment, comme on l'a vu au point précédent, dès lors que vous avez un attaquant qui n'a pas de limite, il s'agit d'intégrer cette dimension humaine et des risques de défaillance humaine en fait dans toute l'organisation qui est mise en place. Le troisième domaine dans lequel il faut effectivement de l'expertise, c'est la prévention et la sécurité en matière de data et de programme. Donc là, on est vraiment dans les métiers de l'informatique pure, de la programmation, du développement, de l'engineering, de la sécurité des systèmes informatiques. Mais il faut également de l'expertise dans le domaine du droit, donc avec des avocats qui maîtrisent parfaitement bien ce sujet. Et enfin, il faut de l'expertise dans le domaine de l'assurance de ces sujets et de ces enjeux, avec des assureurs qui, là aussi,
maîtrisent et ont une pratique de ces sujets. Une fois qu'on a réuni ces compétences, ce qui me semble important de faire, c'est de tester les dispositifs que l'on a mis en place. Souvent, les entreprises conçoivent des dispositifs et des procédures, des plans, etc., qui sont bien structurés. Mais quand on gère des situations de crise et des situations spéciales de façon opérationnelle, donc on n'est pas dans la préparation ni dans la prévention, on est vraiment dans la crise qui a lieu. On sait que si un scénario, si un plan de continuité d'activité, effectivement, n'a pas été testé sérieusement, et en général par des personnes qui n'ont pas participé à sa conception, on aura un outil qui sera peut-être pas forcément adapté, on aura un outil qui sera peut-être pas forcément opérationnel. Donc si on veut effectivement faire cette démarche et avoir un degré de fiabilité en termes de moyens qui sont mis en œuvre, il est important de tester le dispositif. Et ce test, effectivement, doit s'appuyer sur des personnes qui sont capables d'intégrer toutes les compétences qui ont été listées précédemment. Voilà. Je terminerai en disant que aujourd'hui, le cloud est un environnement où les inconnues sont nombreuses donc chaque entreprise doit chercher en fait à transformer ces inconnus en risques identifiés, et une fois qu'on a identifié effectivement les risques, on peut les maîtriser. Donc on est clairement de façon générale en matière de système informatique, d'Internet, à un stade où on gère avant tout, les entreprises sont avant tout confrontées à de l'inconnu, mais il s'agit effectivement d'agir rapidement et d'agir de façon efficace pour que cet inconnu se transforme en un risque maîtrisé. Voilà, j'espère avoir fait un tour d'horizon à la fois concret et détaillé en ce qui concerne les circonstances du sinistre OVH, tout en prenant un peu de hauteur pour bien identifier quels sont les enjeux et comment traiter ces enjeux, que ce soit par rapport au sinistre OVH et de façon plus générale par rapport au risque cyber et au risque d'externalisation des ressources informatiques. Et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions, en vous remerciant pour votre attention. Merci, Monsieur Valvogel. Comme d'habitude, ça a été très clair et très complet. Donc, merci pour votre intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, pas encore dans le fil de conversation. Mais je vous propose d'activer vos micros si vous avez des questions et de pouvoir les poser aussi oralement éventuellement, hein, si vous le souhaitez. Mais pour le moment, je ne vois pas apparaître de questions. C'est que le sujet était bien clairement traité. Alors, de toute façon, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur notre site. Nous allons aussi le transmettre à tous les inscrits de la manifestation qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je pense que l'actualité étant tellement brûlante depuis hier soir, de toute façon, que certaines entreprises n'ont pas pu assister à ce webinaire ce matin. Quoi qu'il en soit, entre le replay, nous transmettrons le replay de toute façon à tous les inscrits. Donc, ça vous permettra aussi de pouvoir revenir sur certains points de l'intervention de M. Valvogel. Alors, quelqu'un est en train de... Pas de questions. Merci. Juste encore une personne qui est en train d'écrire. Stéphanie, est-ce que tu as vu des questions? Moi, j'en ai pas vu, mais... Non, pour le moment, je ne vois pas de questions. Regarde encore une fois. Il y a quelqu'un. Il y a Sabrina qui est en train d'écrire une question.
Oui, mais ça n'apparaît pas. Je vois qu'elle écrit quelque chose. Il y a une question qui va arriver, je pense. Je me prépare. Très bien. Non. Vous faites le lien entre le cloud et le nuage? Ouais, D'accord. effectivement, on fait le lien. Alors, j'ai j'ai pratiqué le parapente. Et Ah, effectivement, ça correspond effectivement à la réalité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les airs, vous êtes face à un fluide qui s'appelle l'air, qui réagit selon des principes physiques qui sont connus. Mais en fait, vous ne voyez pas. C'est que ce que l'air n'étant pas matérialisé, vous êtes obligé de faire des observations de plein de paramètres différents pour comprendre ce qui est en train de se passer autour de vous. Et clairement, vous pouvez être dans des circonstances où vous avez un ciel bleu et 5 minutes plus tard, vous vous retrouvez face à un très gros nuage qui a grossi en 5 à 6 minutes et qui va vous aspirer, quoi. Voilà. Donc, l'Internet aujourd'hui, de façon générale, est un environnement où on n'a pas de visibilité sur la capacité de réaction des opérateurs systémiques s'ils font l'objet d'attaques massives. On ose penser qu'ils ont tout prévu et ils sont en capacité à faire face, etc. Mais comme ces sociétés-là sont quand même très secrètes, et c'est logique, ça se comprend aussi, il n'y a aucune transparence. Et on voit que les acteurs que je citais tout à l'heure, que ce soit des Amazon, des Microsoft, sont des gens qui traitent avec des États en face, très souvent, quand ils sont mis en cause pour des problèmes de concurrence, etc. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement puissants. Et bien évidemment, on n'est pas en capacité à faire un travail d'analyse détaillé de ce qui sont, de leur capacité de réaction, si ceci ou cela se produit. Donc, la réalité, c'est ça, c'est qu'il faut être extrêmement modeste par rapport à cet environnement où les risques on est exposé de façon majeure, mais on a finalement très peu de contrôle sur beaucoup d'intervenants. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des moyens d'agir pour essayer d'optimiser ce contrôle ou savoir ce qu'on va faire si jamais il y a un pépin qui se produit. Justement, il y a une question qu'on m'a envoyée par téléphone, en fait. Si vous pouviez revenir, Monsieur Valvogel, sur les recherches de responsabilité auprès des prestataires, peut-être illustrer cette recherche de responsabilité ou donner un exemple. Alors, c'est relativement simple. Si j'ai une entreprise effectivement qui va externaliser qui a recours par exemple à un logiciel qui fonctionne en mode SaaS et qui est hébergé chez un hébergeur, avec un logiciel type ERP qui permet de gérer au quotidien l'entreprise, qui fonctionne en mode SaaS et qui a des datas qui sont effectivement externalisées. Par ailleurs, j'ai plusieurs sites, j'ai des collaborateurs qui fonctionnent en réseau. J'ai certaines données qui peuvent être stockées également sur le serveur de mon entreprise. Voilà. Et j'ai deux prestataires. Un prestataire qui va gérer mon infrastructure matérielle informatique et la sécurité de mes différents devices, donc les serveurs et tous les postes informatiques qui vont se connecter à mon serveur. Et j'ai un autre prestataire informatique qui va gérer la sécurité de mon réseau informatique. Donc on a un environnement là, je dirais, assez classique aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises qui externalisent. Et je suis confronté au sinistre OVH, où je perds des datas qui sont les datas de mon ERP, donc qui me permet de facturer, de faire des devis, etc. au quotidien.
Bien évidemment, les gens qui gèrent l'infrastructure réseau, dans ce cas-là, ne sont pas concernés. Par contre, les gens qui gèrent l'infrastructure matérielle, qui est également donc qui doivent regarder où sont sauvegardées vos données et comment elles sont sauvegardées, mais également la société qui met à votre disposition l'ERP qui fonctionne en mode SaaS et qui donc a passé un accord avec un prestataire également qui va gérer l'hébergement des données qui servent au bon fonctionnement de votre ERP. Cette société-là, donc qui est en général le développeur de l'ERP, elle a, dans un sinistre du type de celui d'OVH, si vous avez perdu des données, une responsabilité qui a de très très fortes chances d'être engagée. Pourquoi? Parce que en tant qu'éditeur d'une solution informatique qui fonctionne en mode SaaS avec de l'externalisation du stockage de données, cette société-là doit s'assurer que le dispositif de sauvegarde des données est en capacité à faire face à la disparition, effectivement, à un incendie ou à un dommage matériel qui peut toucher un prestataire de données. Ça veut dire qu'elle doit avoir vérifié que ce prestataire de données, de stockage de données, pardon, dispose bien de moyens conséquents pour sauvegarder ces données. Pourquoi est-ce que cet éditeur d'un logiciel ERP doit avoir vérifié ça? Parce que cet éditeur d'un logiciel ERP a en général des centaines ou des milliers de clients. Donc, il a une responsabilité qui est grande parce qu'il sait que son logiciel sert à l'exploitation quotidienne de ses clients et donc il doit avoir prévu un dispositif qui marche quoi qu'il en soit. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir, bien évidemment, lu les contrats qui sont proposés par OVH et choisi un contrat proposé par OVH qui donne un certain niveau de fiabilité, qui sont en adéquation avec les enjeux. Mais il doit également avoir interrogé OVH sur les dispositifs de sécurité concrets qui sont mis en œuvre par OVH. C'est là une obligation de moyens pour s'assurer que l'engagement contractuel qui est pris par OVH sera bien en capacité à le respecter si jamais il y a tel ou tel événement qui se produit. C'est toute la logique que j'ai développée à la fin de mon intervention en ce qui concerne le test, le fait de tester les dispositifs sur lesquels on s'appuie. Tester, ça veut dire je pose des questions, j'identifie un scénario, et dans le cadre de ces scénarios, je vais poser des questions extrêmement précises à tel ou tel prestataire qui va faire ceci ou qui va faire cela, et je vais attendre de sa part des réponses. À supposer que ce prestataire ne me donne pas de réponse, si on traite des sujets qui sont systémiques pour l'entreprise, il faudra s'inquiéter. Il faudra peut-être aller vers un autre prestataire qui aura des réponses plus précises, qui donnera des réponses. Et si le prestataire donne une réponse qui montre qu'effectivement, manifestement, il y a des trous dans la raquette à son niveau, à ce moment-là, on choisira aussi un autre prestataire qui donnera des réponses précises et satisfaisantes. Et c'est un vrai travail d'investigation et de test qu'il faut mener à partir de scénarios et de façon réelle et concrète, pas juste lire un contrat qui promet ceci ou qui promet cela. Lire un contrat qui promet ceci ou qui promet cela, c'est bien évidemment, c'est la base. Mais aujourd'hui, comme on sait qu'on a des opérateurs qui sont des structures dont on est totalement dépendant, il faut également s'assurer, dès lors qu'on met à disposition de ses clients, donc l'entreprise, l'entreprise X, Y ou Z qui a recours à un prestataire, ce prestataire doit s'assurer que les ressources qu'il met en œuvre pour répondre à tel ou tel besoin de son entreprise sont en adéquation en termes d'engagement contractuel, mais sont aussi fiables en termes de capacité opérationnelle. D'accord. Merci pour votre réponse. Je ne vois pas d'autres questions.
Non, apparemment. On vous remercie pour votre réponse, en tout cas. Donc, pour respecter le timing, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons clore ce webinaire. Donc, merci encore à M. Falvogel pour son intervention et sa présentation très claire et très complète. Et à bientôt pour un prochain webinaire du service juridique. Vous recevrez une newsletter vous indiquant les prochains webinaires que nous allons programmer. Merci encore pour votre participation. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.